Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Après le journal, nous retrouvons nos invités Louis Kamako, Maoulolo Samson Aridja et Ibrahim Acha pour aborder maintenant notre troisième sujet, Niger, nouveau sabotage de l'oléoduc Niger-Bénin, alors que la question du carburant fait la une de l'actualité dans les pays du Sahel, notamment le Mali, pour lequel le Niger vient en aide. Un groupe rebelle a saboté une nouvelle fois l'oléoduc qui quitte les champs pétroliers d'Agadem jusqu'au port de Sémé-Maudit au Bénin. Un nouveau sabotage qui pourrait mettre à péril l'accès facile au pétrole dans ce pays du Sahel. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Ibrahim Acha. Est-ce une manière de mettre un peu plus en difficulté les pays du Sahel, ou plutôt une manière de se faire entendre une nouvelle fois par le général Tiani qui dirige le Niger et contre qui ces groupes rebelles mènent des actions? Oui, il faut dire tout simplement que, en tout cas, ceux qui ont revendiqué cette attaque de l'oléoduc font partie d'un groupe bien connu, bien identifié. C'est un groupe qui s'est constitué au lendemain de l'éjection de Bazoum du pouvoir. Donc, c'est des pro-Bazoum qui ont juré mener la vie dure au général Tiani. Donc, ils sont là dans cette posture et voilà, et tout ce qui peut apporter ou bien peut concourir à la réussite de la transition menée par M. Tiani. Ils sont là pour saboter cela. Donc voilà, c'est une action. Ce que je veux savoir, est-ce que cette attaque est pour nuire à Tiani ou pour faire du mal à toute la zone? Parce qu'on sait qu'actuellement les questions de carburant sont très cruciales, surtout, comme je le disais, au Mali. Et les voisins, bien sûr, le Niger vient en aide. Et donc, quand la source du Niger est attaquée, on se pose des questions. Non, il faut dire que ce n'est pas pour le moment le carburant prêt à être utilisé comme source d'énergie, c'est du brut, donc qu'on achemine, qui quitte vers le port de Sémé-Maudit pour une destination peut-être en Chine, puisque c'est des Chinois qui ont vraiment le monopole sur, en tout cas, l'oléoduc et tout ce qu'il y a comme transaction en matière de pétrole brut. Mais est-ce que ça n'a pas d'impact sur la disponibilité du pétrole? Non, à mon avis, non. Puisque ça doit aller, ça doit être traité et après ça va revenir. Donc il y a des sources d'approvisionnement en matière de carburant qui viennent. Ce qui se passe actuellement au niveau en tout cas du Mali, c'est un sabotage de sources d'approvisionnement. Ce n'est pas encore... sinon, ce n'est pas qu'il n'y a pas la disponibilité. Il y a la disponibilité en carburant, mais seulement comment acheminer ça vers Bamako. Vous savez que c'est une zone enclavée, c'est l'Interland, donc ça doit quitter les ports, la côte pour pouvoir amener cela vers Bamako. Et donc, les groupes terroristes qui sévissent dans la région font tout pour saboter l'acheminement de ce carburant jusqu'à Bamako. Mais pour ce qui se passe avec... est orienté vers le général Tiani. C'est orienté vers le général Tiani, c'est pour saboter la transition que conduit le général Tiani, puisqu'on estime que la Chine, dans cette transaction, devait verser l'équivalent de près de 400 milliards à l'État nigérien pour permettre à l'État nigérien de continuer par... et faire face à tout ce qu'il y a comme difficulté au quotidien, la gouvernance, la gestion du pays et tout ça là. Donc, si on prive le Niger de cette manne, vous comprenez que c'est la junte au pouvoir là-bas, sinon parlons plutôt des nouvelles autorités qui seront en difficulté. Et là, ça peut susciter un mécontentement populaire. Donc voilà l'idée qui est derrière ce sabotage de l'oléoduc. Et je pense que ceux qui se sont livrés à ce sabotage pense nuire à Tiani, mais au fait c'est à l'État nigérien qu'on est en train de nuire, dont ils font partie bien évidemment, parce que j'estime que si l'État nigérien n'arrive pas à avoir les moyens pour pouvoir faire face
à ses charges en matière de gestion du pays, en matière de distribution de l'eau, d'adduction d'eau, les hôpitaux et tout ça là, et faire face au social et sécuriser le pays. Mais ces groupes-là qui sont allés saboter le LODIC vont aussi subir les conséquences de cette distorsion au point de vue gouvernance dans le pays. Mais il faut tout simplement dire aussi que le LODIC, quoi qu'on dise plutôt, autant pour moi, et profite aussi au Bénin, puisque c'est sur une distance de près de 2000 km et ça quitte depuis le Niger jusqu'au port de Semekoji, comme vous l'avez évoqué. Donc, quand ça traverse un territoire, c'est qu'il y a aussi des redevances à payer, et ça, c'est sûr. Donc, ça profite au Bénin et ça profite aussi au Niger. Mais ceux qui ont posé l'acte savent pertinemment que faisant cela, c'est d'abord un message qu'ils envoient, un message de mécontentement qu'ils envoient à Tiani, mais au même moment aussi, ils semblent aussi dire à tous les partenaires de ce projet, disons, de carburant que voilà, ils aussi existent. Donc, s'il y a lieu de négocier, ils doivent aussi venir vers eux et voir ensemble ce qu'il y a lieu de faire. Puisque quand on négocie, vous comprenez que voilà, il y a des marges aussi qu'on doit concéder à ceux qui se disent aussi être partie prenante en matière de sécurisation de l'ULUDIC. Merci beaucoup à vous. Ibrahim Acha, Louis Kamako, un nouveau sabotage de l'ULUDIC qui transporte le brut du pétrole du Niger vers le Bénin. Oui, l'ODIC même s'étend sur près de 200 km. Donc, c'est ce qui, 2000. Plus de 2000 km. Plus de 2000. C'est ce qui rend d'abord sa sécurisation extrêmement difficile. Et donc, ça veut dire tout simplement que ces groupes rebelles-là ont une fois encore frappé là où il fait mal. Surtout quand on vous dit que les motivations de leurs attaques sont souvent motivées par leur volonté de faire la pression sur les autorités nigérianes et justement de perturber ou bien leur gouvernance, de rendre le Niger un gouvernant pour eux. Donc je crois que ils sont toujours dans leur logique. Et on ne va pas le cacher, mais je crois que c'est un coup dur, c'est un nouveau coup dur pour les autorités nigérianes. On ne va pas cacher la vérité. Et là, je crois que Tiani et son gouvernement doivent réagir au plus tôt. Dieu merci que nous venons juste là, ou bien nous venons tout à l'heure des débats de la mise en œuvre de la force unifiée de l'ARES. Je crois que la force peut déjà commencer par travers de là. Ce sera peut-être pour elle son baptême de feu, parce qu'elle a lu vont les choses. L'intention ou bien le but justement de ces groupes rebelles, c'est d'arriver justement à dissuader les investisseurs étrangers. Parce que si on coupe en fait le Niger de cette ressource minière-là, beaucoup de pays étrangers n'auront justement plus confiance en fait au pays. Donc ça veut dire tout simplement que économiquement le pays sera asphyxié. Donc il va falloir justement rapidement réagir. Donc je crois que c'est un coup, comme je l'ai dit, c'est un coup dur pour le Niger, et parce que avec ce qui se passe, ces groupes rebelles-là vont justement arriver à dresser la population nigériane contre les nouvelles autorités. C'est pour cela, c'est justement pour répondre à la question que tu posais tout à l'heure à Ibrahim, la question selon laquelle est-ce que l'attaque en soi c'est pour nuire à Tiani ou bien est-ce que c'est pour faire mal en fait à la population nigériane. Donc je pense que c'est une attaque qui a des répercussions sur tout un pays. D'abord sur le président Tiani et son gouvernement, parce que si la gouvernance est épinglée, la population va se soulever justement contre les nouvelles autorités. Donc c'est dans ce but-là que de tels actes sont posés. Donc je pense que ce sont des groupes rebelles qui n'ont pas fini de dire leur dernier mot, qui pensent qu'ils peuvent toujours revenir au pouvoir, surtout qu'on nous apprend que ceux qui revendiquent cette attaque-là ont une connivence avec le président déchu, Mohamed Bazoum. Donc l'ennemi, il n'est pas mort, l'ennemi n'est pas loin, il est toujours dans le coin et il est aux aguets justement pour à chaque fois frapper au bon moment. Donc je crois que aujourd'hui les autorités nigériennes ne doivent pas dormir sous leur laurier, parce qu'avec ce qui se passe,
je crois qu'on tend vers également l'amplification des tensions entre le Bénin et le Niger. Vous n'êtes pas sans savoir que il y a beaucoup longtemps que il y a cette guerre froide là qui existe entre les deux pays. Donc avec les événements de coup d'État la tentative de coup d'État au Bénin, je crois que l'atmosphère s'annonce encore plus polluée entre les deux pays. Donc c'est pour cela que je trouve que les autorités nigérianes doivent vite réagir pour que ce conflit-là ne se régionalise pas. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Maoulolo Samson Arlija, c'est un nouveau sabotage, cette fois-ci revendiqué par un autre groupe, le mouvement patriotique pour la liberté et la justice, MPLJ. Oui. Je vais peut-être faire un développement en deux parties. D'abord, commenter l'attaque même et puis parler après du groupe terroriste en question. Cette attaque-là a une particularité parce qu'on apprend que ça a d'abord débuté par l'explosion d'un engin explosif improvisé sur le conduit principal. Ils ont directement déposé l'engin là-bas. L'oléoduc a explosé. Mais contrairement à ce que ces groupes-là ont l'habitude de faire, cette fois-ci, ils ont investi la station de pompage adjacente et ont détruit complètement les systèmes de contrôle et les unités de pompage. Ce qui rend actuellement toute intervention rapide impossible. Et ça bloque automatiquement l'acheminement du pétrole du centre pétrolier d'Agadem jusqu'au port de Semekpodji. Donc actuellement, à l'heure où nous parlons, le flux est coupé. Contrairement à d'autres actions qu'ils avaient menées dans le passé, où ils venaient peut-être déposer exactement, et après on pouvait facilement coller. Et cela montre non seulement deux choses, ça montre seulement une évolution dans leur stratégie d'action, mais cela montre aussi une volonté de nuire fondamentalement à l'économie pour peut-être amener, je ne sais pas si ça peut marcher bien sûr, mais pour amener peut-être les populations à se révolter. Maintenant, parlons maintenant du groupe en soi. Il serait dirigé par un certain Moussa Konaï, qui a été pendant longtemps un lieutenant de Moussa Salah. Moussa Salah, c'était le leader du FPL, qui a d'abord signé un contrat avec Bazoum à l'époque. C'était un ancien rebelle, c'est un étudiant de l'université de Niamey qui est devenu rebelle, et qui a d'abord signé un accord de paix avec Bazoum à l'époque. Une fois que Bazoum a été renversé, il est retourné dans la rébellion, mais il a re-signé quelques temps après un accord de paix avec le général Tiani. Et c'est lorsque l'accord a été signé que ces gens-là ont décidé de faire une scission pour aller créer leur propre mouvement rebelle. Et ce mouvement est principalement composé de Toubous. Les Toubous ne sont pas majoritaires au Niger, mais ils sont assez nombreux au Tchad voisin. Et c'est un groupe, quand vous voyez dans l'histoire du territoire qu'ils occupent, ils ont été souvent à l'origine de plusieurs rébellions. La plupart des rébellions que le Tchad a connues et que le Tchad continue de connaître de nos jours est à forte majorité ou à forte connivence Toubou. Et cela amène à se poser la question de savoir si justement la force qui vient d'être créée ne gagnerait pas à être élargie au Tchad. Parce que pour pouvoir briser un groupe rebelle de cette capacité-là, sans la collaboration du Tchad, qui continue aussi son territoire habité à avoir du mal en partie avec des troupes rebelles Toubou, est-ce que le Niger pourra seul les combattre alors qu'ils sont sur un territoire désertique vaste de 130 000 km et qui sont aussi dans la rébellion en Libye voisin, où aussi l'État libyen n'est pas vraiment installé et ne les contrôle pas vraiment? C'est une menace très grande qui pèse sur le Niger actuellement, parce que même s'ils ne sont pas une ethnie majoritaire, ils peuvent, s'ils continuent par s'armer, pas compter sur leurs frères de l'autre côté de la frontière, constituer une force assez violente pour marcher et occuper des villes du pays et peut-être entraîner le pays dans une spirale de violence qui n'aura pas de fin. Donc, je ne sais pas. Et donc, quelle stratégie. la force unifiée de l'AES gagnerait à intervenir sur cette affaire. Il ne faut pas juste le voir comme une attaque d'un oléoduc qui concerne le Niger, mais il faut en faire une question de sécurité. Exactement. Ce n'est pas une attaque isolée. D'ailleurs, dans cette déclaration, le leader, dit toujours qu'ils sont en guerre et qu'ils continuent par s'armer. Et lorsqu'on voit même comment, du début, ils avaient quelques AK-47, maintenant ils ont des armes de précision. On se demande maintenant où est-ce qu'ils le trouvent. Mais, comme je l'ai dit, en Libye voisin, ils sont plus de 1 million là-bas. Et la Libye n'est pas un pays actuellement qui contrôle son territoire. Donc, lorsqu'on a associé tout ça, je pense que la force unifiée, qui actuellement opère à plus de 1000 km
de l'endroit où s'est passée l'attaque, gagnerait à intégrer justement le Tchad dans son sillage pour pouvoir attaquer ce phénomène, ce problème-là à la base. Parce que c'est des gens qui ont une tradition guerrière. Vous allez voir peut-être que les gens qui les instruisent actuellement sont des gens qui ont déjà combattu le premier président tchadien, Tombalbaye à l'époque. Ils ont déjà commis des rébellions à l'époque. Donc ils ont l'expérience militaire du terrain. Donc mobiliser 10 000 personnes et marcher sur Zender ou pas, ce n'est pas la chose la plus compliquée pour eux. Il suffit que les puissances étrangères ferment un peu les yeux, ça peut arriver. Donc il faudrait vraiment que le Niger prenne les mesures nécessaires. S'il faut négocier, il faut négocier. S'il faut trouver des accords, il faut trouver des accords. Mais il faut agir au plus vite. Alors, la question devient une question transnationale ou internationale. Internationale. Ce n'est plus seulement comme l'attaque du FPL à l'époque où on a attaqué l'oléoduc, le pipeline à une certaine distance. Mais là, selon la vision ou bien l'analyse de Samson, ça devient une question de sécurité nationale ou internationale. Non, c'est d'abord une question de protéger les intérêts, puisque, vous savez, quand on prend l'oléoduc, les intérêts sont partagés. Il y a les intérêts chinois là-bas, donc les Chinois ne vont pas tarder à intervenir aussi. Quand je dis intervenir, c'est parce qu'ils sont directement aussi concernés par le sabotage de ce pipeline. Et donc, ils vont, d'une manière ou d'une autre, chercher à appuyer la partie nigérienne pour pouvoir renforcer ses capacités de sécurisation du pipeline, parce que tous ont des intérêts, en tout cas qui convergent. Donc il faut faire un effort pour pouvoir sécuriser le pipeline. Bon, maintenant, quand nous prenons un peu au niveau du Niger, c'est que ça profite beaucoup plus au Niger. Puisque d'abord, le gisement se trouve au Niger, et donc le Niger a besoin de couler le brut pour pouvoir avoir des moyens et asseoir aussi la politique de développement dans le pays. Donc quand on sabote cela, les manques à gagner, c'est vraiment plus ressenti au niveau du Niger. Donc ce qui doit amener forcément le Niger, qui se trouve dans une confédération des États de l'AES, à faire appel à ses frères, à ces pays voisins-là, pour l'aider vraiment à se conscrire ou bien à lutter véritablement contre ce qui menace son installation, en tout cas qui achemine le pétrole depuis le gisement là jusqu'à Semekodjo, où c'est censé être amené vers l'extérieur pour être raffiné. Et en même temps aussi, cela m'amène aussi à voir aussi le côté de la CEDEAO, parce que quand vous prenez un peu le cheminement depuis le Niger jusqu'au Bénin, ça traverse presque le Bénin, du nord au sud. Et donc, quand on sabote une partie, ne nous voilons pas la face. L'impact environnemental, ça peut aussi toucher le Bénin. Puisque Samson parlait de ce que cela a créé déjà comme problème environnemental, puisque quand vous suivez un peu les images, ce qui a été dit par certains confrères de la région, c'est que beaucoup d'animaux sont morts. Oui, parce que le pétrole... Parce que le pétrole brut, vous savez ce que cela constitue. Et l'environnement là aussi est déjà pollué, parce que tout ce qu'il y aura comme activité en termes agricoles et tout ça là aussi, c'est reste à voir, parce que ça serait vraiment un coup dur pour les populations de la région. Et tout ceci se fait par un groupe bien identifié. Donc, on connaît les chefs. On connaît les chefs aussi, on connaît les leaders, on connaît aussi leurs mobiles. Leurs mobiles, et on sait qu'ils sont mobiles entre les trois pays. Ils sont tout à fait. Au Tchad, en Libye, ils sont parfois ici, ils sont en Libye, comme vous venez de le dire. Oui. Donc, j'ai beaucoup peur que cela ne débouche aussi sur une guerre, je peux dire, communautaire. Parce que à cette allure, si ceux qui sont au Niger, les Armas, les Haoussa, qui sont très, disons, solides et qui soutiennent activement le régime de Tiani, ils peuvent aussi commencer déjà par avoir des problèmes avec tout à fait, avoir des problèmes avec les Touaregs et les Toubous, puisque vous savez que quand on parle du terrorisme, les Touaregs et autant pour moi les Peuls
de façon générale, ont été identifiés comme étant vraiment des gens qui sont proches. Il faut même Je dis bien qu'ils sont proches. C'est un délit de faciès. Non, je parle de ce qui se passe sur le terrain. Merci beaucoup. En tout cas, je sais. Ce dont je parle, je ne suis pas en train d'inventer, mais je sais de quoi je parle. Ce sont des réalités. Ce sont des réalités sur le terrain. Donc, ça, c'est la perception des gens. Tout à fait. C'est pourquoi je disais donc que cela risque aussi de déboucher sur des conflits communautaires. Et là, il faut l'éviter. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, la dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.